version française, musique d'ambiance mystérieuse et palpitante, montant lentement en intensité. Mesdames et messieurs, préparez-vous pour une histoire vraie qui vous fera douter de tout ce que vous pensiez savoir sur la psyché humaine. Une histoire qui s'est déroulée au cœur du Caire, en 2009, plus précisément dans le quartier très peuplé des pyramides de Gizeh, où la ville respire l'agitation de la vie, et où les rues sont suffocantes de monde et de voitures. L'étincelle de la tragédie, cette année-là, dans la très animée rue du Roi Faisal, des flammes terrifiantes se sont élevées de l'un des immeubles d'habitation imposants. Une épaisse fumée et des feux violents s'échappaient de toutes parts. La scène était choquante. Des dizaines de passants et d'habitants se sont précipités, les yeux écarquillés d'horreur, le cœur battant la chamade. L'incendie s'est intensifié à une vitesse folle, et il semblait que les choses devenaient complètement incontrôlables. Immédiatement, les voix se sont élevées, des appels frénétiques aux services d'urgence. Les camions de pompiers et les voitures de police ont rugi dans les rues, se dirigeant vers la scène du crime. Oui, du crime, car ce que les instants suivants allaient révéler dépasserait toutes les attentes. Heureusement, les pompiers sont arrivés juste à temps. Avant que les flammes ne puissent engloutir tout le bâtiment, ils ont réussi à maîtriser et à éteindre le brasier. Mais l'appartement était déjà réduit en cendres. La plupart des biens à l'intérieur étaient complètement détruits. Et le plus important de tout, la femme d'une quarantaine d'années qui résidait dans cet appartement a tragiquement perdu la vie d'une manière horrible. Le lever de rideau sur le crime. Avant de partir, les pompiers ont effectué une inspection de routine. Mais ce qu'ils ont découvert a transformé la catastrophe en une tragédie criminelle à part entière. Cet incendie massif n'était pas un simple accident. C'était un acte prémédité, un acte délibéré. Des restes de carburant hautement inflammables ont été trouvés un peu partout dans l'appartement, et plus particulièrement sur le corps de la victime. Cette découverte a été capitale et décisive. Les enquêteurs se sont retrouvés face à une affaire de meurtre horrible, et il leur incombait désormais d'identifier l'individu terrifiant qui avait commis ce crime, et laissé derrière lui une telle destruction. Qui pourrait être cette personne? Quelle était sa relation avec la victime? Et comment les détails de cette affaire choqueraient-ils l'ensemble de la société égyptienne lorsqu'ils seraient rendus publics? Pour trouver les réponses à toutes ces questions, allons ensemble. Dans la crypte, la musique s'intensifie avec tension et excitation. Les premiers indices, et le rapport choc. Immédiatement, les enquêteurs ont envoyé le corps de la victime au laboratoire médico-légal pour déterminer la cause et l'heure du décès. Et ils ne sont pas restés les bras croisés. Ils ont commencé à interroger plusieurs voisins de la victime dans une tentative désespérée de comprendre son mode de vie. Peut-être cela les aiderait-il à démêler les mystères de cette étrange affaire. En interrogeant les voisins, les enquêteurs ont appris que la victime était une femme veuve nommée Sabira, âgée de 45 ans. Elle vivait seule dans cet appartement après le décès de son mari, un homme riche, propriétaire de nombreux biens dans la région des pyramides de Gizeh. Mais le plus important de tout, ce que les voisins ont mentionné, c'est que Sabira avait un neveu, un jeune homme de 26 ans, nommé Walid. Walid tenait un magasin de jus de fruits frais dans la même rue. Et il rendait visite à sa tante Sabira de temps en temps pour prendre de ses nouvelles et l'aider dans les tâches difficiles. Et là, des témoins oculaires ont indiqué que Walid était la dernière personne qu'ils avaient vue quitter l'appartement de la victime, et ce, peu de temps avant que l'incendie ne se déclare. Sur cette base, Walid est devenu le principal suspect. Mais, le rapport du laboratoire médico-légal, publié quelques jours plus tard, a choqué tout le monde. Il a fait douter les enquêteurs que Walid soit le coupable qui avait ôté la vie à sa tante d'une manière aussi brutale. Le rapport a clarifié que Sabira était déjà morte lorsque l'incendie a éclaté, ce qui signifiait que l'incendie de l'appartement et du corps n'était qu'une tentative désespérée de l'auteur pour détruire toutes les preuves. Quant à la cause principale du décès, le rapport a indiqué que la victime avait été soumise à une strangulation extrêmement violente, au point que certains os de son cou ont été écrasés. Elle a également subi plus de 20 coups de couteau, même si elle était déjà morte à ce moment-là. Mais il était clair que l'agresseur voulait s'assurer de sa mort de la manière la plus horrible avant de quitter la scène du crime. Une révélation choquante, et un mobile inattendu. Mais l'information la plus importante mentionnée dans le rapport du laboratoire médico-légal, qui a ensuite conduit les enquêteurs à exclure le nom de Walid de la liste des suspects, était que la victime avait été soumise à une agression sexuelle violente à plusieurs reprises avant sa mort brutale. Il n'était pas logique pour les enquêteurs que Walid commette un tel acte contre sa tante. Cependant, bien qu'il ait été écarté en tant que suspect principal, les enquêteurs sont restés sceptiques quant au lien de Walid avec ce qui était arrivé à sa tante. Même s'il était innocent de sa mort,
Il connaissait au moins des informations cruciales sur ce qui s'était exactement passé dans l'appartement de Sabira le jour de l'incident. Par conséquent, une équipe de policiers s'est rendue au domicile de Walid dans le but de l'interroger. Dès que Walid a vu les policiers se tenir devant lui, il est devenu visiblement agité et nerveux. Et avant même qu'ils ne commencent à l'interroger, Walid leur a dit qu'il était prêt à avouer tous les détails de son crime odieux. Un crime dont il ressentait de la honte et de la disgrâce. Peut-être cette honte l'a-t-elle poussé à avouer avec une telle facilité glaçante. Les racines du mal. Et l'ambition empoisonnée. Walid a expliqué aux enquêteurs que l'histoire avait commencé environ 10 ans plus tôt, précisément en 1998. À cette époque, Walid était encore un jeune homme, travaillant comme simple ouvrier dans sa ville natale du gouvernorat de Kalioubia, près du Caire. Mais Walid était un jeune homme ambitieux. Et cette simple profession ne suffisait pas à satisfaire sa passion et son obsession de la richesse immense. Par conséquent, il a décidé de voyager vers la plus grande capitale du monde arabe, où il pourrait trouver de meilleures opportunités d'emploi. Et naturellement, il aurait la chance de développer ses affaires et sa fortune, et peut-être un jour devenir un grand et riche commerçant. Au début, la famille de Walid a hésité à laisser le jeune homme voyager seul dans une ville grande et bondée comme le Caire. Mais les refus répétés de ses parents ne l'ont pas découragé. Il a finalement réussi à les convaincre de son point de vue après leur avoir assuré qu'il serait en contact permanent avec sa tante Sabira, et qu'il choisirait un logement près de chez elle pour être toujours à ses côtés. Cela a quelque peu rassuré les parents de Walid quant au départ de leur fils de la maison, et ils ont donc accepté à contre-cœur le déménagement de Walid au Caire. À son tour, Sabira avait déménagé pour vivre dans la capitale égyptienne en 1993, après avoir épousé un riche commerçant qui avait près de 25 ans de plus qu'elle. Lorsque Walid est arrivé au Caire, Sabira et son mari l'ont accueilli chaleureusement, et le mari de sa tante l'a aidé à louer une petite chambre située dans la rue Faisal, c'est-à-dire près de la maison de Sabira et de son mari. Les graines de la corruption. Et les vols cachés. Au début de son parcours dans la capitale, Walid a travaillé comme colporteur. Bien qu'il ne gagnât pas beaucoup de ce travail, Walid, en adoptant un mode de vie très frugal et simple, a réussi à économiser de l'argent. Car son rêve de posséder sa propre entreprise continuait de grandir en lui. Après un certain temps passé au Caire, Walid a réussi à trouver un emploi dans un magasin spécialisé dans la vente de jus de fruits frais. Peu à peu, Walid a prouvé sa valeur et ses compétences à son nouveau lieu de travail. Et il est rapidement devenu l'un des employés les plus importants de tout le magasin. Le propriétaire du magasin en est venu à compter sur lui pour presque tous les petits et grands détails. Et là, le désastre a commencé à prendre forme. Walid a exploité la confiance du propriétaire du magasin pour frauder l'homme et gagner plus d'argent par des moyens illégaux. Et comme il gérait tous les détails du magasin, personne n'a jamais soupçonné les vols répétés de Walid dans le magasin. Après plusieurs années de travail dans ce magasin, Walid est devenu très expert dans ce type d'affaires. La cupidité s'intensifie. Et le chantage commence. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Walid s'est adressé au riche mari de sa tante, et lui a suggéré de s'associer avec lui pour ouvrir son propre magasin de jus de fruits. Il a indiqué que ses années d'expérience dans ce domaine leur garantiraient un succès retentissant. Et Walid possédait des talents de persuasion qui frisaient le génie. Il n'a fallu que quelques minutes pour que le mari de sa tante soit convaincu par l'idée et accepte de financer entièrement le projet. Walid était chargé de trouver l'emplacement idéal pour ouvrir et aménager entièrement le magasin. Le mari de sa tante n'intervenait même pas pour donner son avis, car le riche commerçant était occupé par ses autres affaires et se contentait de recevoir sa part mensuelle des bénéfices sans entrer dans les détails. Ce qui a permis à Walid de falsifier les registres de bénéfices et de cacher une part importante de ceux-ci au mari de sa tante. En 2006, Walid avait enfin réussi à réaliser son rêve et possédait sa propre entreprise. Mais ce rêve a rapidement été menacé lorsque la santé du mari de sa tante s'est détériorée subitement, et sa famille a été contrainte de le transporter à l'hôpital. Walid savait très bien qu'il souffrirait de nombreux problèmes et crises en cas de décès du mari de sa tante, principalement parce que l'homme avait de nombreux héritiers. Et sans aucun doute, ces héritiers exigeraient leur part des bénéfices. Et certains pourraient même aller jusqu'à s'immiscer dans la gestion, ou exiger que Walid leur permette d'inspecter les registres financiers du magasin, menaçant de révéler tous les vols qu'il avait commis depuis qu'il avait commencé à gérer ce projet plusieurs années auparavant. Après mûre réflexion, Walid a eu une idée diabolique. Immédiatement après la sortie de l'hôpital du mari de sa tante, le jeune homme s'est adressé à sa tante et a commencé à essayer de la convaincre de demander à son mari d'enregistrer sa part dans le magasin à son nom. Walid a justifié cette demande en exprimant sa crainte de la mort subite de l'homme âgé, ce qui obligerait sa tante à traiter avec ses héritiers, avec lesquels elle n'était pas en bons termes. Bien qu'elle fût convaincue par l'idée de Walid,
Sabira pensait que le moment n'était pas opportun pour discuter de cette affaire avec son mari, car l'homme venait de survivre miraculeusement à une grave crise cardiaque. Mais elle fut surprise lorsque Walid la menaça d'un secret dangereux, un secret qui pourrait lui coûter la vie. À ce moment-là, Sabira ne savait pas que son neveu avait suffisamment observé sa vie pour savoir qu'elle trompait son mari avec plusieurs personnes, et que ces individus lui rendaient visite à son domicile presque régulièrement lorsque son mari était absent. Naturellement, Walid n'a pas hésité à menacer sa tante de révéler son secret à son mari et à toute sa famille si elle ne se conformait pas à ses ordres. Finalement, Sabira a réussi à conclure un accord de paix avec son neveu, surtout après avoir réussi à convaincre son mari d'enregistrer sa part dans le magasin à son nom, et a garanti à Walid qu'il continuerait à gérer l'entreprise seul et à trafiquer les comptes à sa guise, tandis qu'elle se contentait de recevoir sa part mensuelle des bénéfices. Le diable prend le dessus. Et le crime horrible! Peu de temps après cet accord, le mari de Sabira est décédé de cause tout à fait naturelle. L'homme était âgé et souffrait de plusieurs maladies chroniques, de sorte que son décès n'a été une surprise pour aucun de ses proches. Après la mort de son mari, Sabira a trouvé une plus grande liberté pour poursuivre ses relations illicites. À son tour, Walid a continué à gérer le magasin de jus de la même manière. Les choses se passaient bien pour lui et sa tante. Mais bientôt, le diable intérieur de Walid allait perturber cette tranquillité, conduisant à ce crime horrible. Au début de l'année 2009, Walid a commencé à s'énerver contre ces hommes qui rendaient visite à sa tante chez elle et faisaient ce qu'ils faisaient avec elle. Il a commencé à penser qu'il n'était pas moins homme qu'eux. Cette pensée l'a conduit à ressentir un désir écrasant d'obtenir ce plaisir interdit qu'ils obtenaient de sa tante. Un matin fatidique, Walid se rendit chez sa tante. Après s'être assis dans le salon, il lui demanda rudement de le suivre dans la chambre à coucher, lui expliquant ses intentions sans aucune gêne. Au début, Sabira pensa que Walid plaisantait, mais il lui prouva rapidement le contraire, la fixant d'un regard menaçant avant de se jeter sur elle, de l'agresser et de la menacer de la tuer, si elle ne se conformait pas à ses ordres. Sabira craignait que Walid ne mette sa menace à exécution, d'autant plus que ses regards laissaient transparaître sa détermination à aller de l'avant dans ses désirs. Elle n'eut donc d'autre choix que de le suivre dans la chambre et d'exécuter ses instructions à la lettre. Une fois qu'il eut terminé ce qu'il faisait, il retourna dans le salon et s'assit en silence, sans que l'un ou l'autre ne parle. Après un moment, Walid demanda à sa tante de l'accompagner de nouveau dans la chambre pour répéter l'acte. La femme obtempéra encore une fois sans hésitation. Après avoir assouvi sa luxure et éclairci son esprit, Walid commença à contempler les conséquences de ce qu'il venait de faire. Il craignait que sa tante ne le dénonce à sa famille ou ne porte plainte contre lui au poste de police. Par conséquent, à ce moment-là, il prit sa décision de se débarrasser de Sabira pour enterrer son sale secret avec elle. Walid a ligoté sa tante, qui s'est mise à pleurer et à le supplier de la laisser vivre, lui promettant qu'elle ne dirait jamais à personne ce qui s'était passé entre eux. Mais Walid était déterminé. Les supplications de Sabira ne l'ont pas empêché de l'étrangler à mort, avant qu'il ne sorte un couteau et ne commence à la poignarder des dizaines de fois pour s'assurer de sa mort. Finalement, il a pillé les biens de la victime, a mis le feu à sa maison et s'est enfui rapidement. La fin du tueur. Et la désintégration sociale. Suite à ces aveux détaillés faits par Walid, il a été traduit en justice. Il a rapidement été reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation, notamment de meurtre avec préméditation et guet-apens, et a finalement été condamné à la peine de mort par pendaison. La musique s'estompe progressivement, avec un son poignant à la fin. Que pensez-vous de l'impact de la cupidité et de la corruption morale sur la désintégration des relations familiales et de la société? Partagez vos opinions et expériences dans les commentaires ci-dessous.